Professeur Didier Raoult, que pensez-vous de l'émergence de nouveaux variants, par exemple en Bretagne encore hier? Écoutez, les nouveaux variants, ça ne va pas arrêter de sitôt. Donc, dans les deux variants que on voit émerger, il y en a un qui n'est pas très fréquent pour l'instant dans ce qu'on a qui est documenté, qui est le variant dit breton, là, qui sévit à Lannion. On voit ici, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un variant très distant. Il est très loin de tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. Et il a des mutations qui sont différentes aussi. Je vais vous montrer la figure de la protéine qui sert pour le vaccin. Donc vous verrez, il y a de très nombreuses mutations, dont beaucoup sont spécifiques de ce virus. Et donc, pour l'instant, en tout cas moi, je ne sais pas très bien si ce virus est résistant ou pas aux anticorps monoclonaux et au vaccin. C'est quelque chose qui doit être étudié. Nous, on aimerait bien que les gens qui ont les souches les partagent avec nous. Nous, tout ce qu'on nous demande, dans le cas de cette maladie, on le donne, on échange les séquences, on échange les souches. L'inverse n'est pas vrai. On n'arrive toujours pas à avoir la séquence du vison français qui est séquencée depuis plus de 3 mois, qui est cachée, je ne sais pas pourquoi elle est cachée. Quand on demande des souches, même au départ, on demandait une souche au Centre national de référence de Lyon qui ne nous l'a jamais envoyée. Donc, dans ce pays, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on ne partage pas grand-chose, mais nous, tout est public. Et même à chaque fois qu'on envoie une publication, elle est sur notre site, tout le monde peut la consulter, toutes nos données sont consultables, parce que c'est comme ça qu'on doit agir quand on est dans une situation d'épidémie. Rien ne nous empêchera de publier les choses. D'ailleurs, le deuxième variant d'intérêt, qui est le variant Marseille 501, heureusement, on avait déposé sur notre site la publication qu'on a envoyée, mais je viens d'apprendre que Pavlovski, qui est un grand virologue, et j'en suis très content, ça fait plusieurs mois que je disais qu'il devrait être dans un conseil scientifique bien fait, parce que c'est quelqu'un qui sait faire. Du coup, il a envoyé un papier, il va probablement nous couper. C'est la vie, c'est comme ça, donc très bien. Et il a trouvé le même variant que nous on a appelé Marseille 501, je ne sais pas comment il l'a appelé, peut-être Créteil 501, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ce variant, il y en a maintenant une centaine ici. C'est un variant qui est fréquent, et donc on ne sait pas jusqu'où il va s'étendre. Mais en tout cas, on commence à le voir dans différents endroits en Europe. Il est dans la région parisienne, il est ici. Et pour l'instant, il me paraît à ce stade un peu plus inquiétant que le variant breton. Voilà. Mais bien entendu, il va continuer à émerger des variants. C'est la nature de ce virus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas quels sont les endroits dans lesquels il accumule ces mutations avant d'apparaître. Donc, ce qui laisse encore penser qu'il est possible qu'il y ait des réservoirs animaux dans lesquels ils puissent continuer à se développer en cachette et apparaissent brutalement chez les humains après avoir accumulé un certain nombre de mutations. Ça reste mystérieux. Voilà. Donc c'est un élément qui fait partie du fait que ce virus, le seul modèle analogique que je connaisse, c'est celui des rhinovirus, qui sont comme ça aussi, qui mutent beaucoup et qu'on a toute l'année avec des variations épidémiques qui sont les mêmes que l'on voit ici en suivant les choses à Marseille. Vous voyez, donc ça c'est ceux qui ne sont pas atypés, ça c'est le Marseille 4 qui est né en France, probablement dans le sud de la France, et qui est en train de disparaître, remplacé par ce qu'on a appelé le variant anglais, et ici avec les variants sud-africains et brésiliens, et puis ici ce nouveau Marseille 501 là, qui est en train de se développer. Donc voilà la situation sur les variants. Concernant la vaccination, que faut-il penser de la mise en suspension de la vaccination par le vaccin AstraZeneca qui a eu lieu hier? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec ces vaccins, parce que la période d'analyse des vaccins que l'on a l'habitude de faire depuis des décennies, qui est de les tester, de regarder les effets secondaires, d'évaluer l'efficacité, n'a pas été faite dans l'urgence. Moi, je ne veux pas porter de jugement de ça. Les gens
trouvait qu'il était urgent d'avoir un vaccin, même si son évaluation était incomplète. Les gens qui ont fait ça ont pris les précautions pour que ce soit les États qui aient la responsabilité des inconvénients et pas eux-mêmes. Donc c'est pas eux qui ont des problèmes s'il y a des problèmes, parce que les États ont exigé d'avoir des vaccins rapides. Et donc ça veut dire qu'il y a des étapes qui ont été très courtes d'évaluation. Bien sûr, il y a des choses que l'on peut découvrir si on a des essais très courts. La mortalité, le risque de mortalité sur 1000 personnes a été évalué. Et il est très très faible, il n'était pas visible. Après, quand on a vacciné 100 000, 200, 1000 personnes, 1 million de personnes, on voit des choses que l'on n'avait pas vues avant. Et ensuite de ça, dans les choses qu'on voit quand on observe les gens, tout ce que l'on observe n'est pas nécessairement lié au vaccin. Mais il est prudent, quand on a beaucoup de réactions, ce qui semble être le plus le cas avec le vaccin AstraZeneca qu'avec les autres, de s'arrêter un moment pour réfléchir. C'est logique, c'est pas scandaleux. Quand il y a plusieurs pays qui disent écoutez, nous on arrête, d'abord ça pose un problème parce qu'il semble que ça ne protège pas contre le vaccin, contre le mutant qu'on voit se développer, les mutants africains et brésiliens, ça ne marche pas. Ils n'étaient pas non plus protégés par l'infection naturelle. Au Brésil, il y a une zone autour de Manaus où 75% des gens ont été infectés et ça ne les a pas empêchés, quelques mois plus tard, d'être infectés par le variant brésilien. Donc c'est une question complexe sur laquelle il y a des décisions politiques à avoir pour maintenir la confiance dans le vaccin. Si on fait une pause, ça me paraît plutôt raisonnable que de dire écoutez, non, il n'y a rien à voir, on va circuler parce que les gens ne croiront pas et ça créera une défiance de plus et une baisse de crédibilité en plus. Donc je pense que c'est une décision raisonnable pour l'instant. Il faut regarder. Il faut voir une véritable analyse des données pour voir si statistiquement il y a plus de gens qui ont eu un accident après avoir un vaccin que de gens qui ont eu un accident et qui n'ont pas eu le vaccin. C'est comme ça qu'on détermine s'il y a cette coïncidence au sens étymologique. On peut regarder ensuite s'il y a une causalité, une cause entre le vaccin et les choses. Mais il faut le temps d'analyser ces coïncidences. Par exemple, vous voyez, moi j'avais été frappé quand on a commencé à mettre de l'hydroxychloroquine, parce que les gens ont inventé que ça allait donner des troubles du rythme, etc. Il y a eu plein de rapports au centre de pharmacovigilance de gens qui avaient des troubles du rythme. Mais là aussi, on rapporte qu'il y a des troubles du rythme. Ça ne veut pas dire que les troubles du rythme soient du vaccin. C'est-à-dire que si vous observez les gens, il y a plein de gens qui font des troubles du rythme que vous n'auriez pas vus si vous ne les aviez pas observés. Et donc, à partir du moment où vous pensez qu'il y a un lien, ça n'arrête plus. C'est la même histoire que la sclérose en plaques avec l'hépatite B. Si vous pensez qu'il y a un lien et qu'il y a 30 millions de personnes vaccinées pour l'hépatite B, comme il y a beaucoup de ces scléroses en plaques qui commencent ou qui font une poussée, vous finissez par penser, à chaque fois que vous en avez une, que c'est lié. Donc tout ça, ça nécessite une analyse à froid, calme, pour regarder s'il y a des liens statistiques entre certaines manifestations, d'une part, et d'autre part, l'injection du vaccin. En attendant, c'est bien de mettre une parenthèse pour se donner le temps de faire ces statistiques. Tout ça me paraît raisonnable, d'autant qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les analyses et que, par ailleurs, les analyses dont nous avons disposé sont celles de l'industrie pharmaceutique. Et je vous raconterai comme celles de l'industrie pharmaceutique, elles sont toujours biaisées. Il faut bien, dans la réalité, et non pas la réalité seulement analysée par l'industrie pharmaceutique, qu'on voit qu'elle est